le modèle économique français. C'est un cas vraiment à part dans le monde. On en débat sans arrêt, on le critique souvent. Bref, c'est un système pétri de paradoxes. Alors aujourd'hui, on va tenter de décortiquer un peu tout ça, de comprendre comment ça marche. Alors, quand on regarde les chiffres, il n'y a pas photo. La France, c'est la championne du monde des dépenses publiques et des impôts. C'est ce que nous disent toutes les comparaisons internationales. Du coup, ça soulève deux grosses questions. Pourquoi on a un système comme ça? Et surtout, comment ça fonctionne concrètement au jour le jour? Bon, pour essayer de piger ce paradoxe, en fait, il n'y a qu'une seule méthode qui marche vraiment. Il faut suivre l'argent, voir d'où il vient, où il va. Notre petite enquête commence donc par la question la plus simple, la plus fondamentale. D'où vient cet argent? Et pour ça, le meilleur point de départ, c'est un truc qu'on connaît tous, ou presque, la fiche de paye. Pourquoi? Parce que c'est là, noir sur blanc, que ce grand modèle économique un peu abstrait devient tout à coup une réalité très, très concrète. Alors voilà, le point de départ, c'est ça. Ce que l'employeur paye au total pour un salarié, c'est beaucoup, beaucoup plus que ce que le salarié va toucher à la fin du mois. Et pour vraiment comprendre le système français, il faut absolument avoir ça en tête. Ce grand écart entre ce que l'entreprise débourse, le fameux salaire brut, et ce qui atterrit vraiment sur le compte en banque, le salaire net. Et qu'est-ce qui explique cet écart? Eh bien, le cœur du réacteur, si on veut, ce sont les fameuses cotisations sociales. Attention, c'est super important de ne pas les confondre avec des impôts classiques. Non, là, on parle de contributions qui sont obligatoires, oui, mais qui sont prélevées pour financer très directement notre filet de sécurité collectif. La Sécu, l'assurance chômage et, pièce maîtresse du système, les retraites. Et ça représente combien tout ça? En moyenne, juste pour la partie qui concerne le salarié, la différence entre le brut et le net, c'est à peu près 22%. Oui, 22%. C'est donc une part vraiment conséquente de la rémunération qui part directement, avant même d'arriver sur le compte, pour financer ce grand système collectif. Ok, mais alors tout cet argent, il va où concrètement? Eh bien, il sert à financer l'un des piliers, une des idées centrales du modèle français, le principe de solidarité. Et l'exemple le plus parlant, le plus massif de cette solidarité, c'est bien sûr notre système de retraite. Et ce système, il a un nom. C'est le système par répartition. C'est un point absolument crucial à comprendre. Ce n'est pas du tout un compte épargne personnel où on met de l'argent de côté pour ses vieux jours. Non, non, non. L'idée, elle est toute simple en fait. L'argent que les actifs cotisent aujourd'hui, il n'est pas stocké. Il est utilisé immédiatement, directement, pour payer les pensions des retraités d'aujourd'hui. C'est une sorte de pacte, une solidarité entre les générations qui se joue en temps réel. Seulement voilà, c'est précisément là que le bât blesse. C'est là qu'on touche au défi majeur, au talon d'Achille de ce modèle. Parce que la démographie, elle, n'est plus du tout la même. Cette courbe, elle plonge. Et ça veut dire que le nombre de travailleurs actifs pour payer la pension d'une seule retraitée, eh bien ce nombre fond comme neige au soleil. Et ça dure depuis des décennies. Le cœur du problème, il est là. Et le chiffre, il est brutal. Aujourd'hui, on a seulement 1,77 personnes qui travaillent pour payer la pension d'un seul retraité. 1,77. Pour bien se rendre compte du choc, il faut savoir que dans les années 60, ce chiffre était de plus de 4. On est passé de 4 à moins de 2. On comprend tout de suite que la pression sur les épaules des travailleurs actuels, elle est juste immense. D'ailleurs, il y a cette citation de l'économiste Maxime Sebailly qui résume parfaitement cette tension au cœur du système. Il dit « L'histoire retiendra que la génération des boomers est partie plus tôt à la retraite que ses parents et ses enfants, en cotisant beaucoup moins que ces derniers et en bénéficiant de pensions relativement plus élevées. » C'est une phrase assez dure, mais elle illustre parfaitement ce déséquilibre entre les générations dont on parle. Bon, le problème des retraites, c'est énorme, on l'a vu. Mais attention, ce n'est qu'une pièce du puzzle. Pour vraiment comprendre la situation dans son ensemble, il faut prendre un peu de recul, dézoomer et regarder les finances de l'État français dans leur globalité. Et là, la chronologie, elle parle d'elle-même. Tenez-vous bien, la dernière fois que le budget de la France a été à l'équilibre, c'était en 1974. 1974. Depuis cette date, c'est une suite ininterrompue de déficits, chaque année, sans exception. Ce qui fait qu'en 2024, on fête un bien triste anniversaire, 50 ans, un demi-siècle passé dans le rouge. Et si on met ça sur un graphique, l'image est hyper parlante. C'est ce qu'on appelle l'effet ciseau. Regardez, au milieu des années 70, les deux courbes, dépenses et recettes, se sont écartées. Et le problème, c'est que les mâchoires de ce ciseau ne se sont jamais refermées depuis. La courbe des dépenses publiques est restée bloquée bien au-dessus de celle des recettes.
Et la conséquence logique de 50 ans de dépenses supérieures aux recettes, eh bien, c'est la dette. Une dette publique qui est devenue colossale. Aujourd'hui, elle dépasse les 113% du PIB. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que notre dette totale est plus élevée que toute la richesse que le pays produit en une année entière. C'est une montagne. Tout ça nous ramène inévitablement à notre question du début. On a vu le coût du modèle. Il est énorme. On a vu les tensions financières. Elles sont immenses. Mais alors, quid des résultats? Est-ce que ce système, qui coûte si cher, est au moins efficace? Est-ce qu'on en a pour notre argent, si on peut dire? Alors, on l'a dit, la France est la championne des dépenses sociales. On parle de quasiment un tiers de toute la richesse créée chaque année qui est dédiée à la solidarité. L'investissement est donc massif, c'est le mot. La question c'est, qu'est-ce que ça donne en retour? Quels sont les résultats concrets? Prenons un exemple, un domaine clé, l'éducation. On y investit énormément d'argent public. Et pourtant, quand on regarde les classements internationaux, comme le fameux classement PISA, les résultats en maths sont en chute libre. C'est même l'une des pires baisses de toute l'OCDE. Forcément, ça pose une question assez dérangeante sur l'efficacité de cet argent. Et les gens, qu'est-ce qu'ils en pensent, eux? C'est intéressant de voir ça. Pour la santé et l'éducation, la satisfaction reste plutôt bonne, on est autour de 70%. Par contre, pour d'autres services, c'est une autre histoire. Prenez la justice, là, la satisfaction tombe à 55%. On voit bien que la perception de l'efficacité de nos services publics, elle est très très contrastée. Au final, on boucle la boucle. Le modèle français est bel et bien un paradoxe. D'un côté, un niveau de dépenses et de prélèvements record, justifié par un idéal de solidarité très fort. Et de l'autre, des défis énormes, démographiques, financiers, et des résultats qui, parfois, ne sont pas à la hauteur des sommes investies. Du coup, la vraie question aujourd'hui, ce n'est peut-être plus de savoir s'il faut changer les choses, mais plutôt comment. Quel avenir peut-on imaginer pour ce modèle si particulier qui se trouve vraiment aujourd'hui à la croisée des chemins?